bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été. Alors dans ce format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Jérôme Ardès, brand ambassadeur et expert rhum depuis maintenant plus de 12 ans chez Dugas. Bonjour Jérôme. Bonjour. Écoute, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet avec ta sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux? Eh bien, non, je n'ai pas évolué que dans le monde du spiritueux. En fait, j'ai commencé, j'étais avant d'être dans le monde du spiritueux, j'étais credit manager dans une société informatique américaine, donc c'est risque client recouvrement. Et en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, il y a de ça maintenant, effectivement, un peu plus de 12 ans. Donc, où j'ai passé un diplôme dans le spiritueux et vin. Et après, j'ai eu la chance de rentrer chez Dugas, pour être brand ambassadeur global rhum, donc de pouvoir en fait gérer tout le portefeuille rhum. Donc aujourd'hui on est à peu près 32 marques, mais je suis allé jusqu'à plus de 40 marques, voilà, de tout style différents, donc que ce soit du style français, donc des Antilles, les styles anglo-saxons ou espagnols. Moi, je suis originaire de Martinique, donc j'aurais pu être un peu chauvin, mais pas du tout. Ça m'a mis beaucoup d'ouverture en fait. Donc j'ai appris après le rhum en allant aussi sur place, en ayant travaillé un peu chez HSE. J'ai fait de la distillation, j'ai fait de l'assemblage. J'ai travaillé avec certains maîtres de chez Daniel Baudin aussi de la Monique Trois-Rivières, donc un peu Marc Sassier aussi chez Saint-James. Et puis j'ai eu la chance aussi d'aller dans d'autres contrées, donc comme le Paraguay, les Philippines, le Venezuela, le Guatemala, voilà. Donc et aussi Sainte-Lucie, donc pour voir aussi les styles anglo-saxons. Donc ce qui m'a permis de voir une palette très 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 large au niveau des rhums, mais surtout au niveau technique. Donc entre les matières premières différentes, les styles différents, gustativement aussi, et aussi les modes de fabrication complètement différents. Donc ça c'est aussi un gros avantage. Donc moi je m'occupe plutôt des masterclass chez les cavistes, une centaine par an, les salons pro, les interviews journalistes, sélection de ce qui rentre chez Dugas, les voyages d'études avec les clients, voilà. Donc pas mal de choses, et les formations évidemment pour tous les professionnels, que ce soit dans le côté CHR, donc sommelier, dans les palaces, voilà, je l'ai fait pas mal, Molitorne à Monaco, le Martinez, le Negresco, ça peut être aussi comment ça s'appelle à Paris, le Ritz, aussi pour les sommeliers du Ritz, de chez aussi pareil chez Ducasse ou Plaza Athénée. Donc voilà, donc c'est assez large. Effectivement, super. Un périmètre large autour du rhum. Ouais. Voilà. Et je gère tout le marché français et un tout petit peu la Belgique. Super. Est-ce que pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas Dugas, est-ce que tu peux nous parler un peu de la société, de sa, je dirais, sa raison d'être, et puis un peu de sa relation avec la planète Rhum? Ouais. En fait, Monsieur Dugas a créé cette société il y a plus de 45 ans, plus de 40 ans même, 42 à peu près, 42 ans environ.
Donc il a été le premier importateur de Porto, puisqu'à la base il avait racheté une société qui s'appelait Casa del Porto. Donc il a commencé à importer des Porto, puis après il a eu le nez fin, donc il s'est dit tiens, le whisky ça pourrait fonctionner. Donc c'est le premier à avoir importé la marque Ardbeg à l'époque sur le marché français. Et puis au fil du temps, il a eu des relations donc avec Angostura, puisqu'il c'était au moment du rachat par Angostura de la société du gars. Et là, donc il s'est lancé complètement dans le rhum aussi. Donc là, on a commencé à avoir des rhums. Donc on a eu Angostura au début, Mathusalem, voilà, en gros, ces 2-3 marques-là principalement. Et après, ça s'est énormément développé. Donc aujourd'hui, effectivement, on est importateur-distributeur, avec toujours une politique d'avoir une origine, une distillerie, une histoire. Donc on a vraiment des distilleries derrière pour vraiment montrer, raconter aussi une histoire qui est très très importante, je trouve. Et au fur et à mesure du temps, le portefeuille s'est très très étoffé. Donc on est, oui, considéré comme les numéros 1 aujourd'hui pour le marché caviste sur les rhums en général. Mais on n'importe pas que du rhum. On a aussi alcool blanc, vodka, cachaça, enfin et autres. Aussi tout ce qui est whisky et tout ce qui est aussi vin muté espagnol. Donc tout ce qui est Xérès, Madère, Porto, voilà. Donc c'est assez large. Superbe. Maintenant, on va passer alors à ta sélection de l'été. Tu vas nous emmener en voyage autour du rhum en trois références. Peut-être pour commencer, on fait escale en Martinique, c'est bien ça? Exactement, oui. Nous allons aller en Martinique, donc avec donc une très très belle distillerie maintenant avec quand même une belle réputation, donc qui s'appelle La Favorite. Voilà. Super. Donc cette distillerie est située derrière l'hôpital de Fort-de-France. Donc toute petite, elle pèse que 2% du marché local. C'est vraiment une minuscule distillerie, donc très ancienne et qui travaille encore avec une vieille machine à vapeur de 1906 pour tout le fonctionnement de la distillerie, électricité y compris. Donc ils ont leur propre canne, 62 hectares propres. Toutes les cannes sont coupées à la main et ils ont 2 colonnes à distiller. Et là, je voulais présenter effectivement ce fameux rhum blanc 55 degrés, donc de chez La Favorite, donc qui a été médaillé d'or d'ailleurs, en l'occurrence, au concours général agricole. Donc ce rhum-là, pourquoi 55 degrés? Pour moi, c'est important pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un volume d'alcool qui est très très consommé au niveau des Antilles françaises. Un peu moins en fait sur la métropole parce que les gens, je pense, avaient cette image des rhums un peu blancs, un peu forts, un peu costauds. Et donc du coup ils ont quand même sorti ce 55 degrés pour le marché aussi métropolitain. Donc c'est un rhum qui a été réduit très très lentement. Donc les 55 degrés, vous n'allez pas les sentir, ça c'est sûr, parce que c'est gras, donc il y a une réduction de plus de 4 mois du volume d'alcool pour arriver au 55. Donc ce qui va garder tous ces parfums. Donc on est donc cette cuvée s'appelle le cœur de canne et elle porte bien son nom puisqu'on est très sur ces notes-là. Canne fraîche, on va avoir des notes aussi un peu florales, de banane, voilà. Et ça se déguste vraiment en apéritif classiquement et franchement pas du tout agressif. Voilà. D'accord. Donc, c'est très très beau produit aujourd'hui que donc on peut retrouver évidemment chez les cavistes facilement ou sur notre site dugars.fr. Sur ce produit-là, on est sur donc un ordre d'achat environ dans les 40 €. Donc ça reste raisonnable vu le volume d'alcool et très très bien fait. Voilà. Superbe. Donc évidemment la Favorite est connue un peu plus pour sa grande cuvée qui s'appelle la Flibuste, très recherchée aujourd'hui sur le marché métropolitain et un peu partout. Voilà, qui est un rhum vieux de 21 ans d'âge. Voilà, c'est pour cette raison que c'est très recherché. Oui. Une rareté.
Ok, très bien. Superbe, très belle référence. Et puis oui, comme tu l'as dit, disponible chez les cavistes et sur le site d'Uga Club Expert. Et puis on mettra le lien en description de cet épisode pour retrouver Ouais, facilement ces références. exactement, hein, que ça soit chez les cavistes chaînés comme indépendants, hein. Quand je dis les cavistes, c'est vraiment le global. Su- Donc c'est quand même, il n'y a pas de problème pour trouver la référence. Superbe. Le deuxième, la deuxième escale que tu nous proposes, cette fois-ci on change, on va à Trinidad et Tobago, c'est bien ça? Exactement. Alors on reste dans les Caraïbes, hein, donc Trinidad et Tobago, donc situé dans le sud des Caraïbes, hein, au large du Venezuela. Donc ce sont une île indépendante avec un gouvernement. Et là, donc on est chez Angostura. Donc Angostura, c'est là. Mhm. Donc Angostura est connu, surtout a été connu pour son fameux bitter aromatique. Pour ceux qui connaissent un peu ou qui ont dû sortir dans des bars, voilà, en France et autres, qui est très utilisé dans le monde du cocktail, surtout dans le monde donc le fameux mojito. Vous verrez que le barman vous mettra 2-3 traits de ce fameux bitter aromatique, qui est une macération d'épices dans de l'eau de vie de canne. Donc c'est un exhausteur de goût, hein, tout simplement. Et ces gens-là font du rhum. Donc là, on est plutôt sur un rhum de style, donc on est plus sur un rhum de pur jus de canne, comme on a vu précédemment. Nous sommes sur un rhum de mélasse, qui va être fermenté et distillé donc à Trinidad aujourd'hui. Et donc cette cuvée-là, 1919, qui est la cuvée emblématique, hein, de cette maison. Donc on est sur un compte d'âge environ de 8 ans de vieillissement en moyenne, donc dans des chênes américains avec ce fût de Bourbon. Et pourquoi elle s'appelle 1919? Puisqu'il y a quand même une petite histoire qui est assez rigolote. C'est que en fait en 1932, il y a eu un incendie aux douanes de Trinidad. Et suite à cet incendie-là, ils avaient découvert des fûts qui dataient de 1919 Wow. avec du rhum dedans. Et l'incendie avait tellement chauffé les chênes américains que ça avait fait sortir ce côté vanilline. Donc Angostura ont repris la date pour marquer l'histoire et ont essayé de faire ce type de rhum de l'époque. Donc eux, ils ont juste, évidemment, ils n'ont pas flambé leur chai, ils ont juste réchauffé les fûts à l'intérieur. Donc on a sur un rhum assez gras, avec cette note de vanille séchée là assez prononcée. Donc qu'on peut boire à l'apéritif sans problème. On peut mettre un glaçon, voilà, ou on peut le boire évidemment en fin de repas, hein. Il n'y a pas de règles en tout cas là-dessus. Et on va être sur un prix entre 45-47 € au niveau de l'achat de ce produit. Donc très très bien fait. Tout à fait un autre style et ça peut beaucoup plaire aussi à des gens qui progressent un peu dans le monde du rhum, hein, qui ont tout goûté dans la gourmandise et qui veulent progresser sans aller tout de suite sur le rhum agricole. Et ils peuvent passer par ce cap-là. Superbe. Ok. Et qu'on retrouve donc effectivement chez les cavistes en France. Exactement. Ouais, partout. Alors là, celui-là, on le trouve bien référencé. Superbe. Et pour finir, on termine au Guatemala, c'est bien ça? Exactement. Ouais, très beau pays aussi, Guatemala, très grand. Là, on va être sur la maison Botran. D'accord. Ouais. Donc Botran, très très belle maison. Alors il faut savoir qu'au Guatemala, il y a une autre particularité puisque en Martinique, nous avons l'appellation d'origine contrôlée, hein, Ouais. qui réglemente la production des rhums. Mais au Guatemala, il y a une dénomination d'origine protégée, hein, qui réglemente aussi la production des rhums. Donc c'est une très très belle distillerie, assez importante, hein. Ils sont leaders, hein, sur leur marché local. Euh, donc eux, ils vont travailler avec une seule matière première qui est le miel de canne. Donc pas de mélasse, hein, et ni de jus. Donc le miel de canne, en gros, c'est la chauffe continue du jus de première presse qui est chauffé pendant 3 jours en continu et qui va donner un sirop, hein, D'accord. tout simplement, qui va être après dilué, fermenté et distillé. Ils vont utiliser un type de levure aussi, là aussi un peu spécifique, qui est de l'ananas. Ok. Ils vont faire des fermentations assez longues chez eux. Et l'autre particularité chez Botran, donc alors il faut savoir que cette distillerie est propriétaire de ses propres parcelles de canne, hein. Alors il faut savoir que pour les rhums, ils ont à peu près 7500 hectares propres de canne. Wow.
donc ce qui est très très conséquent. Hein, c'est plus du double de la Martinique, voilà, pour comparer là-dessus. Et après, ils vont faire tout leur vieillissement va être fait en altitude, à 2300 mètres. D'accord. C'est là où se trouvent les chais. Ils vont avoir plus de 100 000 fûts aujourd'hui en stock dans leur chai avec une tonnellerie. Alors pourquoi en altitude? Ce qui leur permet d'avoir une part des anges moindre et un vieillissement plus lent. Puisque dans le monde du rhum, on perd beaucoup quand on va faire du vieillissement. En gros, sur 12 ans de vieillissement, sur 100 fûts remplis, il va en rester à peu près 34. Voilà, tout le reste, ça s'est évaporé. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Et ils vont utiliser 4 types de fûts chez eux pour leur marque Botran, qui est du chêne américain avec ce fût de Bourbon retoasté, non retoasté, avec ce fût de Xérès en Oloroso et avec ce fût de Porto en Tony. Et après, c'est tout l'art des 3 maîtres de chai qui sont des femmes de faire leur assemblage et leur blinde. Donc même s'ils utilisent une méthode Solera, ils font une Solera un peu particulière chez eux, c'est-à-dire que la Solera, on va combler la part des anges avec des rhums un peu plus jeunes. Sauf que eux, en fait, ils soutirent tout de la Solera, ils assemblent et ils repassent encore en Solera. Donc c'est très très compliqué chez eux. D'accord. Il y en a un rhum à 40 degrés, bien équilibré, assez facile à boire cette fois-ci. Là, on est plutôt pour des palais un peu novices. Hein, Une entrée en matière. Problème. On n'est pas trop sur pas trop sur la sucrosité non plus. Hein, qu'on peut boire en mode cocktail si on a envie ou pur. Voilà. Superbe. Et je le retrouve chez les cavistes à un prix et chez les cavistes, on est dans des prix assez raisonnables. On est entre 41 et 43 euros environ la bouteille. Superbe. Ok. 3 belles références, 3 univers complètement différents et puis aussi des moments, je dirais, de dégustation tout aussi complètement différents. Ouais, vraiment passionnant. Et est-ce que pour terminer, tu as un cocktail et sa recette qui vont t'accompagner cet été? Ben oui. Une belle recette. En fait, là, je vais donner la recette du tiponche. Alors, souvent, les gens connaissent le tiponche, c'est assez connu en métropole, mais il y a beaucoup de recettes de tiponche variées, et là, donc c'est celle que je fais souvent pour mes amis. Donc, c'est le fameux tiponche aux fruits de la passion frais. Wow. Donc, du coup, dans le verre, on va prendre le verre, on va mettre un peu du cœur du fruit de la passion, on va le couper en deux. Pas la totalité du cœur, mais un tout petit peu, une cuillère à café en gros. On va mettre ça dans le verre. On va mettre un peu de sucre de canne en poudre et le zeste de citron vert qu'on va presser pour que le petit jus fasse fondre un tout petit peu le sucre, tout simplement, puisque ce qui est intéressant, c'est le zeste. Et après, on va mettre le rhum à la dose qu'on souhaite. Il n'y a pas de règle là-dessus, justement. C'est qu'en général, aux Antilles, c'est chacun fait son petit punch. Puisque chacun va se doser moins de sucre, plus de sucre, évidemment quel volume. Donc on peut jouer sur 3 centilitres de rhum blanc ou 4 centilitres, mais c'est à son bon plaisir, c'est selon vraiment son goût, et ça se voit très très bien à l'apéritif. Si les gens ont envie de mettre un glaçon, ils peuvent mettre un glaçon, il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord, super. Donc c'est très très bon. Ouais. Et c'est un peu dangereux, mais c'est bon. Avec modération toujours. Toujours. Et cet été, ce tipon, je peux le faire par exemple avec la favorite cœur de canne dont tu nous parlais. Oui, voilà, avec le cœur de canne 55 degrés, très facile à trouver. Les ingrédients sont très très faciles à trouver aujourd'hui, même le fruit de la passion, il n'y a aucun problème. Vous allez dans un supermarché ou autre, on en trouve assez facilement. Bon, le sucre de canne, ça, il n'y a aucun problème pour le trouver, et le citron aussi. Donc c'est vraiment facile à faire, et c'est très plaisant à l'apéritif. Indispensable de l'été. On est obligé d'essayer. Ouais. Eh bien, super. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. C'est un beau voyage qu'on vient de faire aujourd'hui. Et puis, vraiment, c'est des très belles découvertes qu'on a envie d'essayer. Je vous rappelle qu'on mettra le lien vers celle-ci dans la description. Et puis, vous pouvez vous rendre chez votre caviste pour retrouver ces 3 références.
Exactement. Un grand merci, Jérôme. Merci beaucoup en tout cas, et puis j'espère que l'été va bien se passer avec ces produits-là, et vous allez pouvoir surtout les apprécier. Ah, j'en suis sûr. Un grand merci. Et puis pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été. À bientôt. Merci à vous. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.